l'histoire du Donbass, la revue Nouvelle, numéro 4 2015, de Giuseppe Peri, du CIERLU à Bruxelles. Avec l'effondrement de l'Empire tsariste, une république ukrainienne indépendante fut proclamée, mais elle ne fut pas reconnue par les bolcheviks qui lui firent la guerre. L'existence d'une Ukraine autonome ou indépendante ne faisait pas partie de leur vision, comme l'avait déclaré en juin 1917 un des dirigeants bolcheviques de l'Ukraine, Georgi Piatakov, qui avait dit que l'Ukraine ne constitue pas une région économique distincte. Le développement industriel du Donbass en avait fait la région impériale la plus riche en production minière et métallurgique, mais en 1913, 15% seulement des produits finis de l'industrie impériale étaient produits en Ukraine, ce qui rendait son économie plus proche de l'exploitation coloniale que de l'interconnexion évoquée par Piatakov. D'autre part, le statut de l'Ukraine à l'époque tsariste était celle d'un ensemble de provinces impériales, les provinces du Sud-Ouest, gouvernées de Kiev par un représentant de l'empereur et dont l'identité nationale était déniée, parce qu'on parlait d'elle comme de la Petite Russie. La langue ukrainienne venait considérer un dialecte. Après la révolte polonaise du 1863, son usage subit plusieurs interdictions. Afin d'attirer les nationalités qui faisaient partie de l'Empire russe et conformément au principe énoncé par Lénine selon lequel cet empire était une « prison des peuples », une politique ambiguë des nationalités, appelée koronisatsia ou indigénisation, fut adoptée pendant la première décennie du pouvoir soviétique, ambiguë, parce que le but était aussi de cataloguer et de gérer la population, selon une perspective typique des puissances coloniales. La constitution soviétique de 1924 finit par donner au pouvoir central plus de pouvoir que prévu, de sorte que les républiques de l'Union avaient les mêmes pouvoirs que les régions russes. Alors que le parti restait centralisé, l'enseignement universitaire continua à être donné en russe. Le parti bolchevique ukrainien était dominé par les Russes, dont beaucoup étaient originaires du Donbass, mais Lénine rejeta la création d'une république autonome dans le Donbass. Staline, quant à lui, favorisa la koronisatsia en particulier pour ses alliances avec les principaux bolcheviks locaux. Compte tenu également des tendances centralisatrices de Trotsky et de ses autres adversaires, la direction du Parti communiste ukrainien, dirigée par l'Allemand Emmanuel Kviring, favorable à la sécession du Donbass, et par son adjoint Lebed, un Russe, était hostile à la koronisatsia. Parmi les employés du gouvernement, qui étaient membres du parti, seuls 18% connaissaient l'ukrainien, seulement 10 à 15% de la documentation du gouvernement ukrainien était en ukrainien. Dès 1923, une politique en faveur de la langue ukrainienne fut donc entamée, et en 1926, 30% des journaux et 50% des livres étaient publiés en ukrainien. En 1927, le pourcentage d'Ukrainiens résidant à Kiev était passé de 27 à 42%. Le nombre d'immigrants ukrainiens dans les villes industrielles du Donbass et d'Ukraine du Sud-Est augmentait également. Le russe, cependant, continuait à être d'usage courant dans les usines, pour les travailleurs. Il n'existait pas de cours obligatoires d'ukrainien car Staline craignait de perdre le consentement de la classe ouvrière russophone du Donbass. Et les immigrants ukrainiens de la campagne acceptaient la domination du russe dans les usines. Le pourcentage de travailleurs de l'industrie qui utilisaient la langue ukrainienne couramment en 1929 n'était que de 32%. La koronisatsia a donc représenté dans les villes du Donbass un phénomène complexe.
Les russophones ont subi une sorte de choc linguistique lié à l'ukrainisation de l'administration. Une partie des Russes s'est résolue à apprendre l'ukrainien. De nombreux paysans et les travailleurs ukrainiens russifiés sont entrés pour la première fois en contact avec leur culture et ont pris conscience de leur propre nationalité. Alors que la langue russe restait dominante et que le processus de russification des Ukrainiens urbanisés se poursuivait, cette complexité explique pourquoi, encore aujourd'hui, nombreux sont ceux qui restent dans le Donbass, étrangers à la cristallisation nationale et linguistique. En 1928, Kossior, un Polonais du Donbass, qui n'a jamais appris l'ukrainien, a été nommé premier secrétaire du parti bolchevique ukrainien, dont la personnalité plus importante était cependant Mykola Skripnik, un Ukrainien qui défendait l'indépendance des républiques et l'ukrainisation. Il sera poussé au suicide en 1934, quand Staline terminera la colonisation. La demande d'étendre l'ukrainisation aux nombreuses minorités ukrainiennes en Russie et dans le Kouban, plus de 8 millions de personnes selon le recensement de 1926, et la revendication de modifications territoriales en faveur de la République d'Ukraine occasionnèrent une crise de la colonisation. Crise qui était liée aussi à la collectivisation forcée des campagnes, l'obsession étatiste, la volonté d'affaiblir de façon permanente l'opposition paysanne au pouvoir bolchevique, à laquelle s'ajoute une ukrainophobie que Sakharov attribuait à Staline, ont conduit à la famine catastrophique de 1932 à 1933 en Ukraine, le 29 décembre 1932. Le Politburo ukrainien fut contraint d'émettre un ordre de réquisition des réserves de blé appartenant aux familles. C'était le début de la famine, qui a impliqué au moins 30 millions de personnes et entraîné la mort de 3 millions à 7 millions d'entre elles en 1932 et 1933, selon les différentes estimations des chercheurs. Le Holodomor, littéralement l'extermination par la faim, a également décimé la région de Louhansk, rebaptisée depuis 1935 Vorochilovgrad. La région de Donetsk fut moins durement touchée. L'émigration de nombreuses familles russes en Ukraine fut favorisée, ce qui allait modifier l'équilibre démographique de ces régions frontalières. Après la Seconde Guerre mondiale, l'immigration russe a été favorisée. Le nombre de Russes présents en Ukraine est passé de 4 millions en 1939, 12% de la population, à 7 millions en 1959, 16% du total, comme aujourd'hui, et à 21,1% en 1979. Pour la première fois de son histoire, le territoire de l'Ukraine est devenu binational. Dans le Donbass, le nombre d'Ukrainiens passa de 65,4% en 1926 à 53,7% en 1979, tandis que le nombre de Russes a cru de 25,7% à 43,4%. La campagne de russification sous Brejnev a eu des résultats importants. Les périodiques publiés en ukrainien qui représentaient 46% sont tombés à 19% entre 1969 et 1980, tandis que les livres ont baissé de 60 à 24% entre 1958 et 1980. Le nombre d'Ukrainiens russophones et le nombre de bilingues ont connu la même augmentation entre 1959 et 1979. En Donbass, les Ukrainiens non russophones sont passés d'environ 30 à 20%. Dans le Donbass, l'absence d'université jusqu'à la seconde moitié des années 60 a contribué à ce phénomène car il n'y avait pas de milieu intellectuel en mesure de garder la culture nationale.
C'est pourquoi, la russification des Ukrainiens était en 1979 5 fois plus élevée que la moyenne nationale, donnée comparable seulement à celle de la ville de Kiev et de la Crimée.